Mesdames et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, la Libye qui continue de s'enfoncer dans le chaos et l'instrumentalisation des femmes dans les conflits armés. La Libye a été un des 4 pays du printemps arabe à éjecter du pouvoir son chef d'État avec la Tunisie, l'Égypte et le Yémen. Mais le départ de Mouammar Kadhafi, après 42 ans de règne sans partage, a signalé le début d'une longue descente vers le chaos. Aujourd'hui, le pays est en proie à la violence des milices, des groupes terroristes et 2 gouvernements se disputent la légitimité du pouvoir. Donc, que se passe-t-il en Libye? J'en discute aujourd'hui avec un spécialiste de ce pays, Luis Martinez, qui est directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale à Sciences Po Paris, où on le rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans cette situation-là, la première question qui s'impose, c'est qui gouverne la Libye en ce moment? Essentiellement des milices. Ce sont les principales responsables aujourd'hui de l'organisation du territoire et des ressources en Libye. Et de ces 2 gouvernements-là qui se disputent la légitimité, un qui est à Tripoli et l'autre qui est à Tobrouk dans l'est du pays, ils n'exercent pas de réel pouvoir, ces deux entités? Ah si, je crois que ces 2 entités exercent un réel pouvoir, sauf que ce pouvoir n'est pas manifesté par je dirais, une autorité reconnue ou nationalement acceptée. Elle est souvent imposée via l'organisation de milices. Et laquelle de ces 2 entités est reconnue internationalement comme interlocuteur de la Libye? C'est le gouvernement de Tobrouk, car il est issu des élections législatives donc, de 2014, à laquelle, disons, le général Haftar a prêté allégeance, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'interlocuteur, disons, de la communauté internationale. D'accord. Et ces 2 factions, enfin ces 2 entités, qui sont-elles? Que représentent-elles idéologiquement et régionalement aussi? Alors, schématiquement, le gouvernement de Tripoli, disons, représente ce qu'on pourrait appeler les frères musulmans, d'une part, mais surtout, disons, l'organisation de l'État presque de Misrata, qui constitue le nœud dur de la révolution libyenne, notamment celle qui a permis de chasser Kadhafi. En revanche, le gouvernement de Tobrouk, eh bien, c'est une coalition, disons, à la fois de nationalistes, mais aussi, disons, de populations et d'organisations qui considèrent que les islamistes ont fait un coup d'État en prenant, disons, la révolution, entre guillemets, à leur faveur, et donc essaie de rééquilibrer. En fait, on assiste en Libye à quelque chose de très traditionnel qui parcourt l'histoire de la Libye depuis une 50aine d'années. C'est vraiment un affrontement entre, finalement, des organisations de tendance à la fois islamiste au sens très large du terme et d'autres nationalistes également au sens très large du terme. Bien, et dans ce schéma-là, en fait, dans ce portrait-là, pardon, qui contrôle l'armée, qui contrôle la police, qui contrôle la réserve fédérale, par exemple, les ressources financières du pays? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain du renversement de Kadhafi, il n'y a plus d'armée libyenne, il n'y a plus de police libyenne et il n'y a plus, disons, d'État libyen au sens où on va l'entendre. Il y a une autorité qui est celle, à l'époque, donc, du Conseil de la Révolution, et ensuite on va bâtir de facto une armée, une police, etc. Sauf que cette police et cette armée vont être, dès le départ, eh bien, orientées parce que l'essentiel des recrues vont provenir des milices qui ont renversé Kadhafi. Et progressivement, on va assister à des scissions à l'intérieur de cette armée, de cette police, entre ceux qui vont faire allégeance aux uns et ceux qui vont faire allégeance aux autres. On faisait état dans les journaux récemment d'un prix, si on veut, un enjeu très important en ce moment en Libye, qui est la réserve fédérale, la banque centrale qui aurait toutes les ressources tirées du pétrole, par exemple. Il y a plusieurs dizaines, voire presque 100 milliards de dollars là-dedans. Est-ce que c'est un enjeu important, crucial pour la Libye en ce moment, le contrôle de cette réserve financière-là? Bien sûr, il y a 3 ressources en Libye très importantes que se disputent les protagonistes depuis 3 ans. La première, c'était les arsenaux. Il fallait à tout prix récupérer les armements que Kadhafi avait achetés massivement. Donc il y a eu un pillage des arsenaux, ce qui a permis de renforcer les milices à ce niveau-là. Deuxièmement, il y avait les champs pétrolifères et les terminaux pétroliers. Il y a eu toute une bataille entre 2012 et 2013 pour leur contrôle, et depuis 2014-2015, on assiste en fait à une véritable bataille également pour le contrôle, disons, de la Banque centrale et donc de la réserve
libyenne, qui est finalement le dernier instrument qui était, entre guillemets, encore neutre dans le conflit qui met en avant tous ses protagonistes. À Tripoli, vous avez fait état tantôt d'une espèce de coalition d'islamistes, entre autres, au sens large, mais il y a à l'intérieur de ça des islamistes, disons, radicaux. Je me souviens d'une entrevue peu avant le départ de Kadhafi à l'été 2011, de quelqu'un qui disait « L'une des réussites de Kadhafi, c'est d'avoir institué un nationalisme arabe assez fort qui chassait la légitimité, enfin, qui enlevait à peu près toute sympathie pour les éléments islamistes radicaux. » Or, il y a des islamistes radicaux maintenant qui ont un certain pouvoir. Est-ce que la Libye, finalement, est devenue un terreau fertile pour l'islamisme radical? Non, les islamistes radicaux ont toujours été présents en Libye et ils ont souvent été en minorité. Dans les années 90, il y a eu, contre le régime de Kadhafi, des groupes islamistes combattants libyens qui ont mené le djihad contre Kadhafi. Ça a duré 4-5 ans et puis Kadhafi a réussi à l'emporter au prix de milliers de prisonniers, etc. Ils ont souvent été en minorité. Ce qui va changer avec le renversement de Kadhafi, c'est que finalement, il ne va plus y avoir, disons, de leadership en Libye, que ce soit nationaliste, que ce soit islamiste ou que ce soit démocrate. Eh bien, ce leadership va être un petit peu éparpillé, et donc on va voir la voix des radicaux, eh bien, je dirais, se faire entendre davantage, sans pour autant, je crois, considérer que la Libye est devenue, disons, la terre d'accueil des radicaux du monde entier ou des pays arabes. Il y a toujours eu un courant radical, mais celui-ci avait souvent été marginalisé parce que d'autres leaderships, finalement, pouvaient s'exprimer et surtout emporter une dynamique nationale. Bien. On a fait état également, on a rapporté récemment des attaques menées par des groupes qui se réclamaient de l'État islamique. Est-ce que c'est une... Puis les attaques en question semblent être de plus en plus fortes et répandues. Est-ce que c'est une nouvelle menace? Est-ce que la Libye peut devenir un nouveau terreau, nouveau théâtre du groupe État islamique? Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce que je constate, c'est que la situation libyenne permet aujourd'hui, disons, à des organisations comme l'État islamique de pouvoir s'y installer. Tout simplement parce qu'il y a suffisamment de failles dans le territoire libyen pour qu'on puisse trouver, disons, de quoi s'y installer. Je ne suis pas sûr, en revanche, que la population libyenne, que les milices libyennes, que les organisations à la fois politiques et militaires libyennes fassent le meilleur accueil possible à l'État islamique, parce que tout simplement, l'État islamique arrive dans une région qui est déjà surarmée, qui est déjà surreprésentée par des milices. C'est vraiment l'inverse de la situation de l'Irak dans les terres arabes sunnites, où finalement on avait au contraire un abandon de ces populations. Dans le cas de la Libye, il y a même une surprotection des populations en raison de, je dirais, de ces centaines de milliers de personnes armées aujourd'hui qui, à mon avis, ne laisseront pas l'État islamique s'installer comme s'ils étaient en terre vierge, en quelque sorte. Bien, dernière question rapidement. Il y a des négociations présentement à Genève sous l'égide des Nations unies pour trouver une entente entre ces deux gouvernements-là qui se disputent la légitimité. Est-ce que ça a des chances de réussir? Oui, ça a des chances de réussir, d'autant plus qu'on sent bien qu'en Libye, il y a une volonté d'éviter que leur pays devienne l'Afghanistan ou la Somalie ou l'Irak, disons, de l'Afrique du Nord. Et c'est d'autant mieux venu que les Nations unies ont quand même une responsabilité considérable dans la situation libyenne, car, comme vous le disiez dans votre introduction, la Libye a vu avec 3 autres pays arabes son chef d'État ou dictateur partir. Mais la différence, c'est qu'il est parti après 6 mois de bombardement de l'OTAN, et donc une intervention militaire. On a détruit un pays et on n'a absolument pas pris la mesure d'aider les autorités de ce pays à reconstruire leurs institutions. À la grande différence des autres, finalement, on a fait la moitié du chemin et on a laissé les Libyens s'entretuer, abandonnés à eux-mêmes, dans leur, je dirais, dans leur dénuement. Alors, il est bien aujourd'hui que les Nations unies reviennent sur ce qu'elles ont abandonné et espèrent aujourd'hui construire une solution politique à ce pays. Bien, très intéressant. Luis Martinez à Paris, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Les femmes de réconfort en Asie pendant la Deuxième Guerre mondiale, les violences sexuelles dans la guerre du Congo,
l'enlèvement de plus de 200 jeunes élèves par Boko Haram l'année dernière au Nigeria. Ce ne sont là que quelques exemples de très nombreux cas de la violence qui est faite aux femmes dans les conflits armée, une violence souvent systématique qui devient une véritable arme de guerre. Donc, pour parler de ce phénomène cruel, disons-le, vieux comme la guerre, mais encore bien réel, j'ai avec moi aujourd'hui Raymonde Provencher, qui est fellow Cerium et documentariste. Elle a réalisé, entre autres, en 2010, Grace, Millie, Lucy, des fillettes soldates, et en 2012, Crime sans honneur. Bonjour. Bonjour. Et Rioa Chung, professeur de philosophie et chercheur au Cerium. Bonjour, Rioa. Bonjour. Raymonde, je commence avec vous. Parlons du cas des femmes de réconfort pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est encore un enjeu qui est au centre de l'actualité internationale entre la Corée du Sud et le Japon. En quoi ce cas-là est-il exemplaire de ce phénomène de la violence faite aux femmes dans les conflits armés? Je ne sais pas si on peut dire qu'il est exemplaire, mais en tout cas, il nous permet, parce qu'il y a encore des survivantes de cette guerre-là, il nous permet d'en parler avec des témoins à l'appui, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un lourd contentieux. Alors, pour situer, c'est que l'armée impériale japonaise, durant la Deuxième Guerre mondiale, a envahi un tas de pays et pour calmer les troupes, on a institutionnalisé, parce que ça aussi, c'est des mots qui font très peur au Japon, mais en tout cas, on a créé carrément des bordels ambulants en recrutant de force, il faut s'entendre, nombre de jeunes femmes qui venaient de pays qu'on occupait. Beaucoup de Coréennes, entre autres. À la suite de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le tribunal de Tokyo, parce qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg pour juger les criminels nazis, tout ça, mais le tribunal de Tokyo s'est installé, lui, au Japon pour juger de la situation, et on ne s'est pas rendu vraiment à cet épisode-là, parce que très vite, on s'est rendu compte que c'était extrêmement délicat, parce que c'était sous des ordres très précis de la hiérarchie militaire qu'on avait créé ces fameux tribunaux, ces fameux bordels-là. Et donc, tout le monde s'est arrêté et on n'en a pas parlé. D'ailleurs, c'est un peu la norme jusqu'en 1994, jusqu'aux tribunaux qui vont suivre le génocide au Rwanda et ce qui s'est passé à Bosnie-Herzégovine. Ouais. Tous les jugements après les guerres se sont toujours arrêtés au viol systématique des femmes. Oui, on reparlera tout à l'heure de l'aspect justement légal et pénal de ça. Mais il y a des cas aussi, Rioa, très contemporains. Là. Il y a des cas très contemporains, notamment l'instrumentalisation des femmes dans le contexte de conflits armés un peu partout dans la Corne de l'Afrique, mais en particulier aussi l'instrumentalisation des femmes dans le conflit qui oppose Boko Haram au gouvernement nigérien. Mais juste peut-être pour... on aura l'occasion d'en reparler, mais juste pour revenir un peu sur... justement, vous parlez du fait que les tribunaux internationaux ne sont pas allés le plus souvent aussi loin que dans la condamnation de la pratique du viol systématique à l'endroit des femmes. Mais c'est justement ce que relève notamment une legal scholar, donc en fait une spécialiste du droit international d'obédience féministe qui s'appelle Catherine McKinnon et qui justement s'était beaucoup intéressée aussi à la pratique du viol systématique dans le contexte des conflits armés en ex-Yougoslavie. Et donc elle avait défendu la cause de femmes bosniaques et croates et essentiellement son propos consistait à dire que la communauté internationale avait tendance, du moins à cette époque, suite à 92, avait tendance à condamner la pratique du viol systématique des femmes sous le chef que ces femmes étaient des représentantes de minorités ethniques opprimées. Et Catherine McKinnon essayait de faire valoir que, en fait, la pratique systématique du viol dans le contexte d'un nettoyage ethnique doit être considérée comme un crime contre les femmes. Donc, c'est une violation de droits humains, mais non pas en tant qu'elles sont des représentantes de minorités ethniques opprimées, mais bien en tant que femmes. Et dans ce contexte-là, il s'agit quand même de mettre l'emphase sur la spécificité biologique. C'est pas pour tendre vers une conception essentialiste de la nature des femmes, mais sur la spécificité sociale, biologique des femmes. Oui, et d'ailleurs, la violence, évidemment, sexuelle, elle est rarement à l'égard des hommes. Elle est généralement... C'est-à-dire que ça, c'est le pire tabou, encore plus tabou. Il y a viol d'hommes également, sous forme de torture. Moi, j'ai rencontré des hommes qui ont été violés, par exemple, au Congo.
par des milices, parce que, vous savez, quand le viol s'installe pendant des années et des années, comme c'est le cas, par exemple, en République du Congo, dans le nord-est, région de Goma, Kivu, Nord Kivu. Ou une guerre qui continue encore aujourd'hui, qui a fait des millions de morts. Là. Qui pourrit tout. Donc, les relations interpersonnelles deviennent dégradées, c'est à un point qui est inimaginable. Et des hommes sont violés aussi, mais il faut s'entendre, l'échelle est beaucoup moindre. Mais pour revenir à ce que disait Mme Chong, il faudra attendre le tribunal international à Abuja pour le Rwanda pour qu'enfin on mette le doigt sur le viol comme crime contre l'humanité. C'est-à-dire que, comme elle disait, ce n'est plus un groupe spécifique qui appartenait à des belligérants qui sera jugé, mais là, on considère que le viol est un crime contre l'humanité en temps de guerre, aussi systématiquement qu'il a été le cas au Rwanda et en Bosnie. Oui. Vous dites qu'il va falloir attendre, mais est-ce que ça n'a pas été reconnu par le statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2002, de reconnaître le viol et les violences sexuelles comme étant des crimes contre l'humanité? Moi, je pense que c'est le jugement de Jean-Paul Akayesu, maire de Taba au Rwanda, et c'est le tribunal du Rwanda qui a officiellement condamné cet homme pour crime de viol et crime contre l'humanité. Il faut dire qu'au Rwanda, avec le génocide, c'est 500 000 femmes qui ont été violées. C'est systématique. J'ai tourné là-bas, j'ai filmé, j'ai eu les témoignages de ces femmes. Vous savez, il y en avait tellement. Et elles avaient toutes, comme par hasard, un enfant du même âge et qui appartenait donc à l'ennemi, entre guillemets, parce que dans le cas du Rwanda, ça a été vraiment une guerre ethnique, ethnie contre ethnie. Dans le cas de la Bosnie, c'était une guerre aussi très ethnique. Et donc, ce sont ces tribunaux-là qui ont vraiment, je crois, enfin là, je ne suis pas une spécialiste outre mesure, mais je vous dis que ces tribunaux-là, hors de tout doute, ont tiré une ligne en disant oui, le viol systématique en temps de guerre, c'est un crime contre l'humanité et doit être jugé comme tel. Quand on parle de viol systématique, on comprend immédiatement que ce n'est pas une conséquence ou un espèce d'épiphénomène de la guerre, c'est une arme. Absolument. Et elle est très efficace et peu onéreuse. Et justement, pour parler encore de Catherine McKinnon, en fait, elle a représenté la plaignante Kadic dans l'affaire Kadic versus Karadzic. Et à partir de 2000, donc, grâce à son plaidoyer et aussi un certain mouvement au sein des féministes académiques, juristes dans le droit international, on en est venu à reconnaître que la prostitution forcée et le fait de mettre enceinte une femme contre son gré dans le contexte de ces conflits armés pouvait être considéré désormais comme des actes de génocide. Alors, ça, c'est à partir de 2000. Exact. Ça peut paraître évident, mais quand même, parlons-en. En quoi est-ce que c'est efficace? Quels sont les effets de cette arme de guerre-là? Ben, comme je disais, elle ne coûte rien. Il suffit de passer le mot. Si je reviens à Akayesu, à Taba, où je me suis rendue, à Taba, tout simplement, il avait dit à tous les miliciens avec qui il travaillait, majoritairement des Hutus, il faut bien le préciser, il leur disait « Vous avez enfin la chance de goûter à une femme Tutsi, ne vous privez pas ». Et ça se passait en plein soleil, sur la place publique, devant la mairie de Taba. Et tout le monde a vu. Alors donc, ça coûte rien, ça crée une tension évidente dans le village, parce qu'on ne le cache pas. La peur, les gens se sont terrés à partir de là. Il y a bien sûr les exactions comme telles on tue, mais ces viols, et là on n'entrera pas dans la liste des horreurs, parce que ça c'est presque léger. Il y a tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, où les viols, où on détruit, où on veut détruire l'appareil reproductif d'une femme. Et il y a un docteur à l'hôpital de Panzi qui va vous en parler. Ça fait à peu près 40 000 femmes qu'il essaie de recoudre. Ce ne sont pas des viols qui vont, comment je dirais, c'est pas un viol léger, voilà. Oui, c'est autant qu'un viol peut être léger. C'est dans le but de détruire, c'est dans le but de mutiler. Une forme de On mutile. Oui. Ah oui, absolument. Et justement, il y a une littérature académique, là, comment dire, qui est émergée dans le giron de la sociologie des nouvelles guerres. Et ce sont des académiques comme Mary Kaldor, Martin Shaw, Münkler, des gens comme ça, qui ont décrit, en fait, une logique tout à fait particulière qui se déploie justement dans le contexte de ces nouvelles guerres. Alors, qu'est-ce que c'est que des nouvelles guerres? Ce sont des guerres qui contrastent un peu, qui ne partagent pas tout à fait les mêmes caractéristiques avec les guerres conventionnelles interétatiques. Classique, entre
armés. Exactement, voilà. Et donc, en effet, dans l'observation empirique des conflits armés, notamment dans la Corne de l'Afrique, on en est venu à identifier certaines caractéristiques des nouvelles guerres. Ces nouvelles guerres sont des guerres qu'on appelle à faible intensité. Oui. Et ce que ça veut dire, c'est que ce sont des conflits qui vont avoir lieu entre des factions, des acteurs parfois non étatiques. Ce sont des guerres qui se déploient dans le temps, où les hostilités militaires, ne sont pas aussi systématiques que dans le contexte des guerres conventionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des hostilités militaires qui vont frapper ici, à cet intervalle, puis ensuite il y a une accalmie, puis etc. Mais il y a une sorte d'internalisation d'une nouvelle logique du transfert des coûts. C'est-à-dire que selon quelques coûts-bénéfices, comme vous disiez tout à l'heure, ça coûte moins cher de semer la terreur. Et c'est efficace. Et c'est efficace. Et donc, il y a une logique terroriste qui a été vraiment internalisée dans leur stratégie, dans leur tactique de combat, et qui consiste notamment à assurer le contrôle sur un territoire lorsqu'ils arrivent, par exemple, à un village. Et donc, comme sanctions exemplaires, vont semer la terreur. Et dans ce contexte-là, les sévices sexuels dont sont victimes les femmes font partie justement de cette logique de terreur qui coûte pas cher, mais qui, par la suite... Très efficace. Voilà. Rapidement, pour terminer, on a parlé de viol, mais il y a d'autres formes de violence sexuelle et qui se déroulent dans des contextes culturels très différents. Et là, souvent, on peut lire, on peut trouver des critiques qui relèvent que, finalement, il y a des gens qui vont tolérer certaines pratiques au nom du relativisme culturel. Dire, c'est dans les traditions de certaines régions. Est-ce que c'est véritablement un problème? Moi, je vous dirais que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je ne peux pas en fait, je ne vous demande pas si c'est légitime ou pas, mais c'est effectivement une réalité qu'il y a des gens qui vont fermer les yeux là-dessus. Je pense qu'on n'a pas à fermer les yeux sur une personne qui est violée, martyrisée ou torturée au nom d'une tradition ou d'un relativisme culturel. Je n'y crois absolument pas. Et les femmes que j'ai rencontrées, que ce soit au Rwanda, en Bosnie, en République démocratique du Congo, en ont assez. Et c'est pas dans leur tradition de se faire violer, de se faire mutiler de cette façon-là du tout. Non, mais sur l'excision, par exemple. Oui, mais là, on est dans un autre domaine aussi. On est vraiment dans un autre domaine et il y a aussi de nombreux efforts qui sont faits pour mettre un terme à cette pratique-là. Et moi, personnellement, je sais que c'est peut-être pas la place pour dire mon opinion personnelle, mais je vous la donne quand même. Allez-y. Je crois que toutes les cultures, tous les aspects culturels d'une société ne sont pas bons à préserver. Il faut juste être capable d'évoluer avec son temps. Et le temps dit, depuis quelques décennies maintenant, que la femme est un être humain à part entière et qu'elle a droit à l'intégrité de son corps et au respect de son corps. Oui. Je reviens toujours à cette base-là. Et je ne crois pas que des femmes congolaises ou rwandaises achèteraient le discours que c'est au niveau d'une culture, que c'est culturel. Raymond Provencher, Rio Hachoun, merci. 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 Quelques minutes avant la fin de l'émission, c'est le segment hors champ. Alors, je cède tout de suite la parole à Rioa. Oui, justement, pour faire une amorce aussi avec la situation en Corée. En fait, le hors champ sur lequel je voudrais m'attarder, c'est tiré en fait d'une lettre aux journaux qui a été rédigée par un de mes collègues à Dalhousie University, Robert Hewish, et qui a beaucoup étudié le cas des transfuges coréens du Nord un peu partout à travers le monde. Les réfugiés qui ont quitté la Corée du Nord pour qui ont réussi à s'enfuir de la Corée du Nord, exactement. Et je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Donc, au cours du mois de janvier 2015, on a appris que M. Shin, qui était le témoin principal, en fait, auprès de la Commission de l'Organisation des Nations Unies sur les droits humains et la violation des droits humains en Corée du Nord, on a appris qu'il avait menti, donc sur certains éléments biographiques, dont notamment le fait qu'il avait prétendu, et cela avait été relaté dans un ouvrage aussi qui était consacré aux horreurs qui se déroulent dans le camp 14, il avait prétendu qu'il était né au camp 14, alors qu'en vérité, on a découvert qu'il était plutôt né au camp 18 et qu'il avait été transféré un peu plus tard au camp 14. On a également découvert qu'il n'avait pas été rôti vivant, là, à l'âge de 13 ans, mais bien plutôt à l'âge de 20 ans. Bref. Il n'avait pas été rôti vivant? Oui, il a été, il a vécu des horreurs, des violations, c'est épouvantable. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, évidemment, il y a eu
On a dépisté certaines anomalies dans son témoignage, mais ça n'enlève rien au fait que l'important, je pense, et qui est bien souligné dans cette lettre aux journaux qui est envoyée par mon collègue, l'important, c'est de bien comprendre que, premièrement, il se peut que ça fasse partie des syndromes post-traumatiques, que parfois les individus changent un peu. La mémoire se brouille. Exactement. Oui. Et il se peut aussi que la Corée du Nord a vraiment nourri une culture du mensonge et que lui-même, pour préserver notamment la vie de son père, qui est encore au camp 18, exactement, aurait un peu transformé. Exactement. Et je pense que l'important, c'est de ne pas se laisser distraire par cette histoire pour bien comprendre les horreurs et l'ampleur des horreurs qui se passent en Corée du Nord. Effectivement. Merci. Vraiment. D'où l'importance des témoins. Vous savez, c'est toujours une hantise quand on fait du terrain comme moi, c'est d'avoir de la crédibilité au niveau des gens qu'on interviewe, qui nous racontent leur histoire, puis qui se souviennent bien de ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, si je veux pointer juste une chose qui, moi, m'interpelle beaucoup, c'est que je trouve que dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde, et Dieu sait qu'il s'en passe, il est très difficile de savoir où s'en va notre gouvernement, le gouvernement canadien. Quelles sont les politiques qu'il suit? Un entrefilet vendredi qui dit que le Canada va former les policiers égyptiens et que la note sera payée par les Émirats arabes unis. Moi, ça m'interpelle. Je voudrais comprendre ce raisonnement. D'abord, les policiers égyptiens. Pourquoi c'est le Canada qui veut former les policiers d'un régime qui a pris le pouvoir par la force? Je veux dire, encore une fois, on a plusieurs raisons de dire qu'il est peut-être légitime, mais il a quand même pris le pouvoir par la force. Pourquoi cette décision et que viennent faire les Émirats arabes unis, qui par ailleurs soufflent le chaud et le froid dans des régions, Boko Haram et compagnie, et l'État islamique? Je ne comprends plus très bien où on s'en va et je pense qu'il y a des décisions importantes qui se prennent en notre nom et qu'on est très mal informé. Raymond Provencher, Riowa Chong, merci beaucoup. Et merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous dans 2 semaines au Canal Savoir sur le site du Devoir et du Cérium et de l'Agence France-Presse. Merci. Au revoir.